Congo, Congo nde mboka, mboka ngo mokengeli koi, mboka ngo mokengeli léopard. Mikolo tosekelaki na mosolo ya mboka Congo ekoki, tofungwani misolelo. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette émission. Voilà, chers téléspectateurs, ignorer ses droits, ses devoirs ou ses lois n'est pas une excuse. Chacun de nous doit en effet connaître ses droits et devoirs. Et celui qui outrepasse une interdiction est doublement coupable de son ignorance et aussi de son geste. Voilà, chers téléspectateurs, qu'est-ce que le droit de l'homme? Quelles sont les limites des droits de l'homme? Ce sont des questions que nous allons débattre tout au long de cette émission. Et pour y arriver, nous avons approché le président de la Commission nationale des droits de l'homme, Mwamba Mushikonke. C'est avec lui que nous allons réfléchir autour de cette émission. Bonjour, Son Excellence. Bonjour. Voilà, nos téléspectateurs voudront bien connaître la personne du président de la CNDH que vous êtes. Un bref portrait de votre personne les aiderait à bien vous connaître. Oui, je m'appelle Mwamba Mushikonke Mwamous. Je suis président de la Commission nationale des droits de l'homme. Je pense que c'est suffisant. Voilà. Comment se porte actuellement la CNDH? Oui, la CNDH se porte bien, comme vous le savez. On a connu beaucoup d'invitations ces derniers temps parce que, comme vous le savez, la CNDH a une responsabilité continentale et aussi une responsabilité mondiale. Ce qui a fait que, au niveau sous-régional, la CNDH représente les institutions nationales des droits de l'homme de l'Afrique centrale et aussi la CNDH est membre des institutions nationales de l'Afrique australe, donc SADC, et aussi de l'Afrique de l'Est. Là où l'État congolais est membre des pays de telle ou telle sous-région, la CNDH RDC aussi est désignée comme membre. Ce qui a fait que, à partir de nos responsabilités, nous avons reçu beaucoup d'invitations pour défendre la cause de la RDC. Et comme vous le savez, il fallait entendre la cause de la RDC sur le plan international en rapport avec l'agression que connaît la RDC. Il ne faut pas laisser cette diplomatie agissante seulement au gouvernement, bref, à l'exécutif, mais il fallait aussi que la CNDH, qui est une institution nationale des droits de l'homme, appelée à mener une diplomatie secrète, c'est ce que nous faisons. Nous faisons notre diplomatie sous l'ombre pour faire voir à nos collègues d'autres pays ce qu'il y a comme grave violation des droits de l'homme. Parce que les gens voient seulement l'agression, mais cette agression est suivie des violations massives des droits de l'homme et de l'exploitation illégale de nos richesses. Alors tout ça là, nous faisons porter la voix à un niveau supérieur. Et comme aussi membre du comité mondial, la CNDH RDC représente l'Afrique au niveau du bureau mondial de toutes les institutions nationales des droits de l'homme de tous les 5 continents. Et là, nous jouons un grand rôle comme CNDH. C'est ce qui a fait qu'on était dernièrement à Genève pour rencontrer les autres institutions du monde francophone, là où la CNDH RDC est vice-présidente comme commission des associations francophones des INDH, c'est-à-dire des institutions nationales des droits de l'homme. Alors, avec ça, nous sommes beaucoup trop pris par des dossiers au niveau d'abord national, en rapport avec le traitement des plaintes, les enquêtes sur la situation des droits de l'homme, sur les violations des droits de l'homme, les visites des prisons et autres lieux de détention, mais aussi nous traitons certains dossiers de l'Afrique en tant que membre du bureau de l'Afrique. Il n'y a pas que l'Afrique, nous sommes aussi membres du bureau mondial,
Ce qui fait que la CNDH-RDC traite tous les dossiers du monde. Quand il y a tel continent, là où il y a un problème, on soumet un dossier de violation des droits de l'homme, on nous intéresse comme membre du Bureau mondial des institutions nationales des droits de l'homme. Ce qui fait aujourd'hui que la CNDH-RDC a beaucoup d'INDH, donc Institutions nationales des droits de l'homme, à sa disposition pour les accompagner. Comme vous le savez, dans le monde des institutions nationales des droits de l'homme, il y a ceux-là qui n'ont pas de statut A, qui n'ont même pas de statut tout court, qui sont sous, je dirais, sous tutelle ou sous la responsabilité de la RDC. Je vais vous citer par exemple, dernièrement on avait Bénin, que nous avons encadré, et maintenant Bénin a le statut A. Il y a Centrafrique, que la CNDH-RDC est en train d'encadrer. Il y a le Congo-Brazza, que nous devons encadrer. Il y a beaucoup de pays francophones, même le Gabon est appelé à être encadré. Il y a donc beaucoup d'institutions. Donc c'est pour vous dire que chaque jour qui passe, la CNDH-RDC traite des dossiers de 3 ordres. Sur le plan national, sur le plan continental, donc africain, et sur le plan mondial. Voilà, Président, je voudrais qu'on puisse aller petit à petit. Vous venez là de parler de statut A et des statuts, je pense, B. Est-ce que nos téléspectateurs voudront également savoir que veut dire statut A et statut B? Et quelle différence y a-t-il entre statut A et statut B? Donc, le statut A signifie une institution nationale des droits de l'homme qui fonctionne selon les normes, c'est-à-dire selon les principes de Paris. Les principes de Paris veut dire tout simplement quoi? Veut dire que l'institution est indépendante dans son fonctionnement, l'institution n'a pas d'interférence politique, on ne note pas les autres institutions telles que la présidence, l'Assemblée nationale, le Sénat, le gouvernement, les tribunaux s'interférer dans le fonctionnement de l'Institution nationale des droits de l'homme. Lorsque toutes ces conditions-là sont réunies, vous avez le droit d'avoir le statut A. Bien sûr, on va aussi vous traiter les plaintes, vous publiez des rapports. Le statut B, c'est-à-dire, c'est le statut qui est médiocre. Parce que le statut A, c'est le statut par excellence que le monde donne à une institution d'un tel ou tel continent. Parce que ce statut, on l'obtient qu'au niveau mondial. Alors, maintenant, le statut B, c'est lorsque vous êtes une institution et que les institutions politiques interviennent dans votre fonctionnement ou dans votre procédure de désignation en violant les étapes. Par exemple, en RDC, on connaît que toutes les procédures de renouvellement des membres de la CNDH relèvent de la compétence exclusive du bureau de la CNDH. Seul le bureau de la CNDH peut déclencher le processus de désignation des membres de la CNDH. En faisant un communiqué, en donnant même les calendriers, seule la CNDH. On connaît que la procédure de la CNDH, seules les composantes peuvent désigner 2 personnes par composante, sauf les confessions religieuses qui désignent 4 pour transmettre les PV à l'ensemble. En dehors des composantes, une autre institution ne peut pas les faire. Les choix sur les 2 proposés par les composantes relèvent de la compétence de l'Assemblée nationale. Et l'entérinement, c'est l'Assemblée nationale. L'investiture, c'est le président de la République. Et l'acceptation des serments, c'est la Cour constitutionnelle. Donc ici, selon les principes de Paris, le président de la République ne peut pas déclencher
la procédure de désignation des membres de la CNDH. Parce que le président de la République intervient en 4e position. C'est-à-dire, l'Assemblée nationale ne peut pas déclencher le processus de désignation. Pourquoi? Parce qu'elle intervient en 3e position. Donc chaque institution a son domaine réservé, a ses attributions liées. Et c'est ainsi que même la Cour constitutionnelle reprend cette explication. Alors comme on a vu qu'en RDC on respecte cette procédure, en RDC il n'y a pas l'ingérence des institutions politiques dans le fonctionnement de la CNDH. Sur le plan international, on nous a coté la mention statut A. Alors, comment procède le recrutement au sein de la CNDH pour adhérer, travailler au sein de la CNDH? Oui, on n'adhère pas à la CNDH, c'est une institution. Okay. Ce n'est pas une ONG. La CNDH, lorsqu'il s'agit du recrutement, il y a d'abord la plénière qui se réunit, qui donne un avis et qui fait tout pour que les bureaux puissent lancer l'appel à candidature ou l'appel d'offres pour l'emploi. Alors à ce moment-là, lorsqu'il y a appel à candidature pour tel ou tel poste, les gens concourent et on cote les meilleurs. Si nous avons besoin de 10 personnes, on prend les 10 premiers meilleurs. Si nous avons besoin de 30 personnes, on prend les 30 meilleures personnes pour les recrutements. Donc voilà comment nous fonctionnons. Et aussi, quand vous avez le statut B, qui est le statut médiocre, n'assistez pas même aux réunions des instances internationales. Tu n'as même pas le droit de vote. Tu n'as même pas le droit de présenter la situation de votre pays. Tu n'as même pas le droit de présenter les rapports alternatifs au Conseil des droits de l'homme. La CNDH-RDC présente, quand le gouvernement présente son rapport, nous renforçons le gouvernement. Parce que comme vous le savez, au Conseil des droits de l'homme, souvent quand le gouvernement présente les rapports, et ils n'ont pas un œil regardant, ils trouvent que le gouvernement est venu pour se défendre. Ce n'est pas pour nous présenter les rapports sur la situation des droits de l'homme, au sens vrai du terme, c'est pour se défendre. Mais quand la CNDH prend la parole au Conseil des droits de l'homme, tout le monde prête l'oreille pour voir que cette institution, d'abord, c'est une institution indépendante. C'est une institution qui donne la situation vraie de la situation des droits de l'homme. Et aussi sur le plan international, la CNDH-RDC a sa marque déposée. Pourquoi? Parce que quand nous présentons notre rapport, nous commençons d'abord par présenter les avancées des autres institutions. Ce qui a été fait correctement par le président de la République, on présente cela comme une avancée. Ce que le gouvernement a fait comme avancée, on présente cela. Les cours et tribunaux, si le Parlement a voté une loi en rapport avec la protection des droits de l'homme, nous présentons ça comme avancée de la situation des droits de l'homme. Et maintenant, nous présentons aussi d'autres situations, là où nous trouvons que, malgré les efforts du président de la République, du gouvernement, des cours et tribunaux, de l'Assemblée nationale ou du Sénat, mais les préposés de l'État se comportent en abus de pouvoir, se comportent en violateur des droits de l'homme. Là aussi, nous présentons la situation. Nous disons qu'il y a les avancées, bien sûr, mais il y a aussi d'autres choses qui restent à faire. Voilà, la CNDH est aussi appelée institution d'appui à la démocratie. Nous voulons savoir en quoi est-ce que la CNDH est une institution d'appui à la démocratie. Oui, la CNDH est une institution d'appui à la démocratie. D'abord, c'est une institution citoyenne, comme vous le savez. Nous contribuons au respect des principes de la démocratie. Nous contribuons aussi à l'observation de l'environnement électoral. Nous contribuons aussi à l'observation des jeux démocratiques. Donc la CNDH est le témoin de l'effectivité
de la démocratie dans les pays. La CNDH est les témoins du respect des valeurs démocratiques dans les pays. Et tout ça, nous témoignons. On observe, de la même manière nous observons la situation des droits de l'homme, nous observons aussi l'environnement démocratique dans notre pays. Donc nous sommes là pour accompagner toutes les autres institutions. Par exemple, la CENI aujourd'hui, elle est en train de faire la cartographie. Nous nous posons des questions. Est-ce qu'il n'y a pas monnayage de recrutement de ceux-là qui seront chargés de faire la cartographie? Est-ce qu'il n'y a pas de discrimination dans la sélection des gens? Est-ce qu'il n'y a pas de favoritisme? Voir que dans cette collectivité, c'est la collectivité des députés, par exemple, du pouvoir, on augmente le nombre de bureaux. Là où il y a, par exemple, les collectivités de l'opposition, on diminue les bureaux, ou on éloigne les bureaux vers les entités pro-majorité. Tout ça, là, on observe et on accompagne. S'il y a de tels cas, on signale. On dit à nos amis de la CENI, attention, ici on va fausser le processus électoral. Il y a moyen d'améliorer le processus électoral. Pourquoi? Parce que, au moment où je vous parle, selon le calendrier de la CENI, on est en train de recruter ceux-là qui vont accompagner le processus, c'est-à-dire les opérateurs de saisie qui vont accompagner le processus d'enrôlement. Mais ces gens-là sont recrutés sur base de quoi? Est-ce que des concours ou selon la volonté d'un chef d'antenne? Tout cela on observe. C'est ainsi que vous voyez par exemple, lors de mon discours d'ouverture de la session, on a dénoncé des cas de certains chefs d'antenne qui se livrent à des monnayages de recrutement en excluant les opérateurs de saisie qui ont une compétence avérée pour dire non, non, vous n'êtes pas de tels députés. Alors, donc, tout ça, là, nous documentons. Et le moment venu, on va transmettre à la CENI que si vous maintenez de tels chefs d'antenne, vous n'aurez pas les résultats escomptés. Voilà, Président. Nous nous approchons petit à petit vers les échéances électorales. La plupart des personnes pensent que cette notion de la démocratie au sein de la population et surtout sur la scène politique est mal comprise. Je voudrais savoir votre point de vue par rapport à cette façon de voir les choses. Oui, moi je pense, lorsque nous voulons les élections transparentes, crédibles, d'abord, il faut que la notion de la démocratie, c'est-à-dire la notion même du processus électoral soit comprise. Parce que ces notions-là, par exemple, qui voter, pourquoi voter, où voter, pour qui voter, comment voter, tout ça devrait être inculqué dans les têtes de nos populations. Aujourd'hui, les bureaux de vote, vous trouverez le votant, on aligne par exemple 500 par bureau de vote. Et pour une journée, il faut diviser les heures de la journée. Par exemple, on commence à 7h30 pour terminer à 16h30 ou à 17h, c'est un exemple. Et à ce moment-là, il y a un problème. Les mamans qui ne savent pas, avec le système de machine à voter, il y a des mamans dans leur vie qui n'ont jamais vu même la télévision. Ils n'ont jamais vu même l'ordinateur. La maman entre dans le bureau de vote, il est dans l'isoloir, on lui présente la machine, la maman se met là-bas et commence à regarder seulement la machine. Finalement, le secrétaire arrive et trouve, tu as déjà dépassé tes minutes, quel est ton problème? Maintenant, le vote secret sera quoi? C'est le secrétaire lui-même, il va lui poser la question. Tu veux voter qui? Il dit non, moi je vais voter, par exemple, maman
Toumba, par exemple. Et le secrétaire, s'il n'est pas pro-Toumba, il va mettre Yav. Vous voyez. Et à ce moment-là, il y a un problème. Donc, celui qui va voter, ce ne sera plus la population. La population ne va pas voter. C'est soit le secrétaire qui est là, qui doit maintenant voter à la place de la maman. La maman, comme vous connaissez la population de la RDC, la plupart, la majorité, je peux dire, est analphabète. Alors, ce n'est pas tout le monde qui sait manipuler la machine pour écrire les noms de celui qui va voter. À ce moment-là, dans un bureau là où il y a 200 analphabètes, donc, il y a 200 cas de fraude, parce que c'est le secrétaire qui va voter. Tout ça, là, c'est pour cette raison, il faut multiplier les conseils que je peux donner à la CENI, multiplier des machines, des pratiques. On descend dans des territoires avec des machines où on va apprendre les jeunes fiscs comment écrire les noms des candidats. On présente même les anciens candidats comme exercice, de sorte que quand il y a les jours du vote ou de l'élection, la population est informée. La loi électorale doit être disponibilisée dans tous les territoires. Or, ici seulement à Kinshasa. Kinshasa, on est à 10 millions ou 12 millions. Sur 12 millions, pas même un dixième des gens qui connaissent la loi électorale. Or, Kinshasa, c'est la capitale, c'est le miroir de la RDC. Je vous dis clairement, sur 12 millions de la ville de Kinshasa, comme population, il n'y a pas même 1,2 million qui possèdent la loi électorale. Et les gens vont connaître le système électoral comment. C'est pour cette raison, nous demandons au gouvernement de donner beaucoup de moyens à la CENI pour que la vulgarisation d'abord de la loi électorale soit une réalité. Et la CENI ne doit pas monopoliser la sensibilisation, elle ne saura pas. Il faut décentraliser avec les organisations de la société civile. Et au besoin même aussi sensibiliser avec les partis politiques, montrer à leurs militants comment voter, qui voter, pourquoi voter, où voter, tout ça là, comme ça la population sera mieux dans les élections, parce que souvent on condamne les bureaux de la CENI. Les bureaux de la CENI n'ont pas de manœuvre de tricherie. S'il y a fraude ou tricherie, c'est toujours au niveau des chefs d'antenne. Voilà. Merci beaucoup, Président. Je voudrais qu'on revienne aussi à la notion, qu'on revienne encore à la notion de la démocratie. Au nom de la démocratie, il y a d'autres personnes qui se permettent de lancer des paroles discourtoires à l'égard des autorités du pays. Est-ce que la CNDH a des actions, mène des actions pour décourager ou redresser ces gens qui se prennent le luxe de lancer des paroles discourtoires à l'endroit des autorités de notre pays? Oui, la CNDH publie des rapports même. Nous faisons le monitoring de l'expression, de l'opinion, des marches. Nous faisons tout ça. C'est vrai, notre pays, en termes de démocratie, on ne peut pas les nier. Il y a ce qu'on appelle la libre expression, bien sûr. Il y a aussi des dérapages par rapport à certains services de sécurité qui arrêtent lorsque les gens sont dans la libre expression. Il y a aussi les acteurs, que ce soit politiques ou les acteurs sociaux, qui débordent, qui passent de la liberté d'expression à des diffamations, à l'outrage des autorités, à ceci. Là, maintenant, ils tombent dans des infractions. Et tout ça, là, nous conseillons. Vous savez, par exemple, les manifestations publiques, c'est une démocratie. Ce sont des éléments de la démocratie. Les gens exercent librement leurs droits
à manifester. Mais malheureusement, ils sont soumis à des interdictions. On ne peut pas choisir un régime d'information et interdire les gens à manifester. Ce qu'on demande au pouvoir, c'est d'encadrer les manifestants. Autorisé ou pas, il faut encadrer. Ça, c'est première. Voilà. Parce que nous ne sommes pas dans les régimes d'autorisation. Alors, cette manifestation, par rapport à la contrainte, l'impératif de l'ordre public, il faut initier ce qu'on appelle concertation entre les pouvoirs publics et les organisateurs des manifestations. Tout ça là, nous observons et nous publions des rapports. Alors, nous condamnons aussi les dérapages en termes d'expression, de diffamation. Pourquoi? Parce que lorsque vous quittez les terrains de la démocratie, vous commencez maintenant à se comporter comme une personne sans loi, sans foi, sans civilisation, ça devient un problème. C'est ainsi que nous équilibrons notre rapport et nos recommandations et nos sensibilisations. Chaque fois, nous avons des rencontres ici avec les différentes couches de la population. Nous disons, faites très attention. L'expression libre, c'est bien. Mais, restez souvent dans les sujets. Normalement, avec tout ce qu'il y a comme émission ou quoi là, on ne peut pas rester dans des émissions où les gens s'insultent. Non. La démocratie, c'est le respect des valeurs. La démocratie ne signifie pas verser dans des antivaleurs. Les injures sont des antivaleurs. Des critiques, oui. Mais des insultes, non. Parce que des critiques vis-à-vis d'un régime, c'est aider ces régimes-là. Parce qu'on ne peut pas être dans un régime où tout le monde est oui-ouiste. Non. Il faut qu'il y ait aussi ceux qui disent non, 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 ici ça ne va pas. Est-ce qu'on ne peut pas améliorer la situation de tel aspect de la vie ou les sociales de la population ou quoi. Donc, même l'opposition dans tout pays, c'est critiquer et proposer l'amélioration. Voilà, Président, lorsque vous arrivez à faire ces rapports, les rapports par rapport aux graves violations des droits de l'homme, ces rapports, vous les adressez à quelle institution? Voilà, c'est l'article 7 de notre loi. Les rapports que nous publions, après avoir mené des enquêtes, après avoir monitoré, après avoir documenté sur des cas de violation des droits de l'homme, la loi nous exige de les transmettre à toutes les institutions. Cité à cet article 7, donc au président de la République, au président de l'Assemblée nationale et du Sénat, donc au Parlement, okay, au gouvernement, aux cours et tribunaux, et à d'autres institutions ponctuelles concernées par notre rapport. Mais ce sont ces institutions-là citées. Par rapport aux cours et tribunaux, aux chefs de juridiction et aussi aux chefs des offices y rattachés, donc parquet. Voilà, vous travaillez certainement en synergie avec les institutions comme le Parlement par exemple et d'autres institutions. Quel rapport avez-vous avec ces autres institutions? Oui, moi je vous dis que le rapport que nous avons avec les autres institutions, c'est le rapport de collaboration. Parce que la loi nous exige la collaboration interinstitutionnelle. C'est ce que par exemple avec l'Assemblée nationale, la loi fait obligation à la CNDH de déposer les rapports annuels. Et l'Assemblée nationale
a l'obligation aussi de nous écouter, de programmer notre rapport pour qu'on puisse expliquer la population. Et c'est en direct à l'Assemblée nationale, on montre la situation des droits de l'homme, les députés posent des questions et les députés ont l'obligation de s'approprier nos recommandations pour en faire les leurs et demander maintenant la mise en œuvre par le gouvernement. Donc c'est ça, nous travaillons dans le respect mutuel. Parce que nous sommes une institution indépendante, l'Assemblée nationale a ses attributions, la CNDH aussi a ses attributions, la présidence, ses attributions, le gouvernement. Donc, chaque institution respecte les attributions de l'autre. Personne ne peut empiéter sur les attributions de l'autre, ça devient l'anarchie. Si une institution veut violer ou piétiner les attributions des autres, ça devient non-respect de l'état des droits. C'est pour cette raison, par exemple, que ce soit le président de la République, que ce soit l'Assemblée nationale, que ce soit la CNDH, toutes ces institutions-là sont appelées à respecter, par exemple, les arrêts de la Cour constitutionnelle. Si on ne respecte plus les arrêts de la Cour constitutionnelle, cela veut dire que nous sommes dans ce qu'on appelle le monde à l'envers. C'est l'anarchie qui va entrer, tout ça. Parce que supposons aujourd'hui, une institution refuse de respecter l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Nous donnons une mauvaise leçon aux opposants. Parce que le président ne peut prêter serment qu'après avoir eu l'arrêt de la Cour constitutionnelle qui confirme son élection. Alors, si nous commençons déjà, nous les autres institutions, nous commençons à refuser les arrêts de la Cour constitutionnelle, les opposants un jour peuvent nous opposer, permettez la tautologie, le non-respect de l'arrêt aussi, confirmant par exemple l'élection du chef de l'État, ou confirmant l'élection des députés. Parce qu'en définitive, la CENI proclame que les résultats provisoires. C'est la Cour constitutionnelle qui prend l'arrêt pour confirmer les résultats d'une façon définitive. C'est pour cette raison, la CNDH a toujours appelé les autres institutions à respecter les arrêts de la Cour constitutionnelle. Même pour le Conseil d'État, même pour la cassation. Parce que lorsqu'on ne sait plus respecter l'autorité du juge, c'est fini. Le monde s'écroule. Ok, la situation de droits de l'homme en République démocratique du Congo, est-ce une avancée ou un recul? Oui, la situation des droits de l'homme en RDC, comme nous les présentons souvent, il y a des avancées. Ça aussi, nous notons. Mais il y a aussi des faits préoccupants. Il y a aussi des violations des droits de l'homme. Donc ça cohabite. Il y a les efforts des autorités. Mais il y a aussi les faiblesses des préposés de l'État. Ce n'est pas les chefs de l'État qui donnent l'ordre de torturer les gens dans des amigos. Non. Les chefs de l'État, son mot d'ordre, instituer l'état de droit, respecter les droits de l'homme. Mais ceux qui sont appelés à mettre en œuvre sa politique, sa vision, se livrent à autre chose. Le chef de l'État ne dit pas aux préposés en charge de la sécurité ou en charge de l'ordre public ou aux auxiliaires de la justice ou au personnel judiciaire de dépasser les délais de garder à vue. Non. Ou le chef de l'État ne donne pas l'ordre aux magistrats d'arrêter les gens pour des faits bénins, d'arrêter les gens pour des faits civils, de mettre en prison déjà sans dossier. Non. C'est-à-dire, c'est les abus de ceux qui sont appelés à exécuter, à mettre en œuvre la vision du chef de l'État.
Parce que c'est lui seul le garant de la nation. Il n'y a pas d'eux. Alors, quand les garants disent, restons dans la... Il faut instaurer l'état de droit. Les magistrats, les services de sécurité, tout le monde doit réfléchir et agir selon le vouloir du chef de l'État. Quand le chef de l'État dit lutte contre la corruption, tout le monde doit agir pour lutter contre la corruption. Mais quand le chef de l'État dit lutte contre la corruption, mais les gens continuent à corrompre, même en plein air. Vous voyez, quittez seulement mon bureau, aller vers l'aéroport. Tu vas voir le cas de corruption, tu ne peux même pas compter. Des salutations là des policiers avec 500 francs. Quelqu'un qui brûle le feu rouge, on l'interpelle et lui donne 1000 francs, il passe. Ce sont des corruptions. Tout ça là, les gens prennent que non, les embotés à main. Non, non, ce n'est pas emboté, ce sont des corruptions. Voilà, comme nous venons de l'annoncer au début, ignorer ses droits, ce n'est pas une excuse. Nous ne pouvons pas parler de la CNDH sans pour autant évoquer, définir ce que c'est le droit de l'homme. Qu'est-ce qu'est le droit de l'homme? Voilà. Souvent, nous ne donnons pas de décisions, de définitions académiques. Non. Parce que nous nous adressons à une population qui ne doit pas prendre... Nous nous disons seulement, le droit de l'homme n'est rien d'autre que la dignité humaine. Quand on dit qu'il faut respecter les droits de l'homme, veut dire tout simplement, en bref, respecter la dignité humaine. Si je ne respecte pas tes droits, je ne respecte pas ta dignité. C'est pour cette raison que nous disons, le droit à l'expression, c'est un droit. Il faut les respecter. Mais toi aussi, tes paroles ne doivent pas entamer la dignité de l'autre. Parce que quand vous commencez à insulter, par exemple, le chef de l'État, ou le président de l'Assemblée nationale, vous entamez sa dignité, c'est-à-dire vous violez ses droits. Vous voyez. De la même manière, moi je refuse de m'arrêter arbitrairement, de me détenir illégalement. De cette même manière, on vous interdit de porter atteinte à la dignité d'une autorité. Vous voyez. Donc, le droit de l'homme n'est rien d'autre que la dignité humaine. Maintenant, le respect des droits de l'homme égale au respect de la dignité humaine. Le fait de ne pas donner à la population à manger ou quoi là, cela veut dire que vous mettez ces gens-là dans la non-dignité. Dans la non-dignité. Ou dans le non-respect de leur dignité. Vous ne pouvez pas laisser la population à une pauvreté aiguë. Vous ne pouvez pas laisser la population dans des chômages sans non. Non. Et d'après vous, quels sont les droits de l'homme les plus bafoués en République démocratique du Congo? Non, on ne peut pas donner c'est tous les droits, parce que nous avons les droits civils et politiques. Okay. Vous trouverez des cas de violation, malgré les efforts du chef de l'État. Les droits économiques, sociaux et culturels, il y a des cas de violation. Vous savez, lorsque on ne paye pas à une personne un salaire décent, c'est une violation du droit de l'homme. Lorsque les gens construisent, dorment dans des cimetières, dans des maisons, des tôles, c'est une violation du droit de l'homme. Quel droit de l'homme? Droit économique, socio-culturel. Droit à un logement. Ça. Lorsque vous n'avez pas un bon logement, c'est-à-dire l'État, normalement, dans les pays organisés, devrait construire les logements sociaux. Vous voyez. Avec les logements sociaux, les gens louent à des moindres frais, selon son salaire. Mais ici, vous trouverez les gens vivent dans des érosions, les gens vivent dans des terrains marécagés. Et quand il y a les problèmes, maintenant on a changé. Maman Denise, il y a inondation. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas respect des droits à un logement. Les services chargés pour ça, le cadastre fait des lotissements dans des milieux dangereux.
l'urbanisme accorde des autorisations de bâtir dans des endroits impropres. Maintenant, on accorde même dans des cimetières. C'est tout le monde qui est dans... Donc, les gens voient les violations des droits de l'homme seulement des arrestations arbitraires, les tortures. Non. Même le fait de laisser les gens consommer l'eau non potable, c'est une violation. Et quelles devaient être les limites des droits de l'homme? Les limites des droits de l'homme, c'est-à-dire fournir les efforts pour au moins soulager tant soit peu le minimum de ces règles. Je vous donne un exemple. Lorsque on compte les gouverneurs femmes dans des provinces, sur 26 provinces, nous avons que 4 ou 5 femmes, je ne sais pas, gouverneurs. C'est une violation. C'est une violation des droits de l'homme. Vous voyez? C'est une violation des droits de l'homme. Parce que la représentativité de la femme, c'est 50-50. C'est-à-dire, c'est la parité. Comme nous avons 26 provinces, en principe, on devrait avoir 13 femmes gouverneurs, 13 femmes à 13 hommes gouverneurs. Là, nous respectons les droits de la femme. Prochainement, bien sûr, il y a les efforts de l'État, on est à 27%. Nous disons, c'est une avancée, mais nous n'avons pas atteint le respect de la représentativité de la femme dans ces institutions. Vous voyez? Parce qu'il faut dans les gouvernements, si nous avons 54 ministres, le principe est que qu'on ait 54, on connaît 27. Mais aujourd'hui, on avance, bien sûr, on a atteint 27%. Nous voulons un jour avoir un gouvernement avec aussi 50%. Et là, nous allons applaudir et aller à travers le monde et dire que la RDC devient un pays modèle de respect des droits de la femme dans d'autres institutions. Vous voyez que tout le monde a applaudi la nomination d'une femme à la tête du Conseil d'État. Ce sont de tels signaux forts que la République a besoin. Ça, je vous montre aussi les violations dans les cas. Nous avons le problème des personnes avec handicap. Sur 26 provinces, pas même une personne avec handicap comme gouverneur. Alors que l'article 49 de la Constitution dit qu'il faut la représentativité aussi des personnes avec handicap, même à la proportion de leur pourcentage dans les pays. Mais zéro. Vous allez dire que dans ces pays, il n'y a pas de personnes avec un handicap intellectuel. Voilà, son Excellence. Ça sera peut-être ma toute dernière question. Quel est votre mérite ou votre bilan à la tête de cette institution d'appui à la démocratie, la CNDH? Oui, si je vous présente mon bilan, c'est pour terminer la mission demain. Parce qu'il y a beaucoup d'efforts. La CNDH a commencé sous l'arbre, je vous l'ai dit. Là, au palais du peuple. C'est là où on se réunissait. Sous l'arbre. Après, locataire, avec l'avènement du président Félix, il a fourni beaucoup d'efforts. La CNDH a commencé avec les dettes cumulées depuis l'Observatoire national des droits de l'homme. Aujourd'hui, la CNDH n'a plus de dettes avec les efforts du président Félix. La CNDH a commencé sous l'arbre. Il était dans des bureaux de pauvreté où tout le monde ne voulait pas nous rendre même visite. Même les journalistes, vous ne voulez pas passer à nos bureaux. Vous étiez appelés à nous. Mais avec l'avènement du président Félix, aujourd'hui nous sommes dans les bureaux propres à la CNDH de l'État. Pour montrer que la CNDH est une institution de l'État. Nous commençons même à offrir des services à titre gratuit aux ONG qui n'ont pas de moyens pour louer des salles de réunion. Parce que nous avons une salle de réunion. La CNDH, qui n'avait même pas statut, même B, même le statut médiocre qui n'avait pas. Aujourd'hui, nous avons les statuts A. La CNDH qui n'avait même pas droit à la parole
Aujourd'hui, nous avons droit à la parole. La CNDH qui n'avait même pas le droit de parrainer même un pays. Aujourd'hui, nous avons des pays. Nous avons mis au monde des enfants qui ont maintenant des statuts tels que Madagascar, Côte d'Ivoire, Bénin, Mali. Tout ça. Donc, c'est l'œuvre de la CNDH-RDC. Donc, la CNDH-RDC aujourd'hui a beaucoup fait. Pourquoi? Parce que depuis 2019, la CNDH-RDC était top. On enviait, quand on écoutait que cette institution est membre du Bureau mondial, on voyait comme après Dieu sur cette institution. Maintenant, aujourd'hui, la CNDH est membre du Bureau mondial. CNDH-RDC représente les continents africains au Bureau mondial. Ce n'est pas chose facile. La CNDH aujourd'hui, quand on parlait, cette institution-là est membre du Bureau africain des INDH. On était là tout malheureux. Mais aujourd'hui, je traite tous les dossiers des autres institutions de l'Afrique et même du monde. Donc, à titre extrêmement exemplatif, mais si je rentre dans les détails, la CNDH est entrée sans zéro personnel. Mais aujourd'hui, nous sommes à plus de 300. Et toutes les provinces, il y a l'installation des membres de la CNDH. Voilà, cher Poba, à la Commission nationale des droits de l'homme, dont vous êtes président national. Merci beaucoup. Merci, Président, d'avoir répondu à nos questions. Nous sommes vraiment à la fin de cette émission. Nous vous disons sincèrement merci beaucoup. Merci. Dans le cadre de cette émission, nous avons approché les présidents Mwamba Mushikonke, qui est le président de la Commission nationale des droits de l'homme en République démocratique du Congo. Avec lui, nous avons pu parler de droits de l'homme et ses limites. Et nous avons également sillonné toutes les questions liées aux échéances électorales et toutes les autres questions que nous vous faisons grâce au cours de cette émission. Merci beaucoup. Merci de votre attention à cette émission. Et je ne manquerai pas de dire grand merci à tous ceux qui ont travaillé pour la réussite de cette émission. Et à vous, téléspectateurs, je dis grand merci et à la prochaine. Bye. Merci. Congo, Congo nde mboka, mboka ngo mokengeli koi, mboka ngo mokengeli léopard. Mikolo tosekanaki na mosolo ya mboka Congo ekoki, tofungwani misolelo tomoni bozo bani